Bienvenue sur cette rencontre avec Vincent Morisset. Moi, je m'appelle Gordon Savicic. Je suis responsable de la filière Master Media Design à la HED. C'est le premier Talking Head proposé par notre filière du Media Design de cette année. C'est aussi le premier Talking Head en tant que responsable de la filière. Nous souhaiterons inviter dans le cadre de Talking Head des personnes internationales, des figures qui représentent à nos yeux des figures très importantes et possibles de s'identifier pour nos étudiants. C'est pourquoi un grand plaisir et un honneur d'avoir ici ce soir Vincent avec nous. Vincent, il est un pionnier des clips musicaux interactifs et de narration transmédia. Mais on n'aura pas seulement une conférence. L'idée de Talking Head, c'est plutôt d'avoir une véritable discussion. C'est pour ça qu'on a donc invité Ulrich Fischer, qui est parmi nous ici. Lui-même, on pourrait considérer comme un alumni de cette école, de la HED. Depuis 2007, Ulrich travaille essentiellement sur un projet qui s'appelle MemoWays, une nouvelle plateforme d'édition en ligne. Il crée des interactions ludiques en vue d'accéder à la mémoire audiovisuelle d'un territoire. Ulrich, il a rencontré Vincent plusieurs fois dans des festivals de films, notamment à Rotterdam, le festival de films à Rotterdam, et à Montréal. Et c'est un plaisir de lui avoir en conversation avec Vincent. Il y a presque 10 ans que j'ai vu la première œuvre de Vincent. Et comme vous le saviez, 10 ans dans le monde du web et dans le monde des technologies interactif, nouveau. C'est un très très long temps. Et du coup, dans ce temps, on fait le travail de Vincent tient bien, visiblement. Ces expériences innovantes explorent les champs de l'animation et de la vidéo avec les nouvelles technologies, tout en plaçant les spectateurs au centre de l'interaction. En suivant son travail, vous avez souvent on fait le plaisir d'écouter la musique d'un groupe qui s'appelle Arcade Fire, avec qui Vincent travaille déjà depuis plus de 12 ans. Son travail est présenté dans de festivals, dans de nombreux événements internationaux. Et ce que je trouve très très intéressant, si vous regardez le lieu où il expose, où il montre son travail, ils sont très différents. En fait. À la fois, c'est un musée art contemporain, c'est des festivals de films ou des manifestations comme la SIGGRAPH, qui est une des plus grandes conférences sur l'infographie. C'est à peu près un petit intro pour Vincent et Ulrich, et je laisse la parole à Vincent. C'est un plaisir de te voir ici. Merci. Je te laisse commencer. Je vais t'envoyer la balle directe parce que tu as une présentation d'une quinzaine de minutes à partir de laquelle on va pouvoir discuter, rebondir ensemble. Okay. Il y a beaucoup de slides. Oui, c'est vrai. Mais oui et non. En fait, ça va rouler derrière puis on va discuter. Premièrement, merci Gordon. Je veux premièrement saluer les étudiants du master avec qui j'ai passé la semaine. On a passé une semaine à faire un workshop où on a exploré les potentiels narratifs de l'interactivité. T'es divisé en 5 groupes et désolé gang.
Mais ça a été un processus qui a été aussi enrichissant. J'espère que ça a été aussi enrichissant pour eux que pour moi. C'est rare que je donne des ateliers comme ceux-là, fait que j'ai approché ce processus avec beaucoup d'humilité. On est parti d'une prémisse assez simple d'explorer le rapport entre le spectateur et du contenu filmé, animé, linéaire. Et chaque équipe, en fait, se l'est réapproprié, l'a hacké. Et finalement, les 5 projets étaient complètement différents. Une sorte de plateforme personnalisée où on s'exprime à travers le dessin, donc où l'interaction est très analogue. Et on utilise la technologie comme Canva. Dans 2 autres expériences, on a plus exploré la physicalité du lieu et dépendamment si on est plus haut ou plus près d'un endroit, le contenu se transforme et répond aux spectateurs. On a eu aussi des interventions un peu plus coquines et drôles où on fait trébucher des gens. Et une autre expérience où on a complètement détourné la prémisse de départ et c'était bien ainsi. Alors voilà, merci encore, ça a été une très belle semaine. Rapidement, je me définis comme un réalisateur, mais c'est quelque chose d'assez récent. En fait, j'ai étudié à l'UQAM, fait partie de la première cohorte de multimédia à la fin des années 90. Je me destinais à aller en cinéma et ce nouveau programme expérimental s'est ouvert et par curiosité, j'ai bifurqué. J'ai appris à coder et alors pendant plusieurs années, je me suis défini en tant que développeur, programmeur. Et parallèlement à ça, j'avais une pratique de court, je ne sais pas si ça se dit, de court-métragiste. Je faisais des... Réalisateur, exact. Et à un moment donné, ces deux passions-là se sont fusionnées. Pendant mes premières années professionnelles, je me suis retrouvé surtout à faire des contenants, en fait, des sites web qui utilisaient du contenu graphique et de l'animation pour présenter de l'information. Dans ce cas ici, c'était le site d'Arcade Fire pour Funeral. Et fondamentalement, ce qu'on présentait, c'est les paroles, les dates de spectacle. Mais bon, on mettait beaucoup d'énergie sur cette espèce de boîte là et c'était un peu les balbutiements en fait de cette narration, cette expérience interactive là. Mais rapidement, on s'est rendu compte que comment je pourrais dire, c'était un peu superflu, puis finalement on se retrouvait à perdre nos spectateurs parce qu'ils n'arrivaient pas. C'était tellement cryptique et fastidieux de trouver la date d'un concert que finalement il allait sur un autre site où c'était blanc sur noir et bref, on a été un peu un cul-de-sac et j'ai décidé en fait de me concentrer en fait sur la réalisation de contenu original. En fait, que finalement, la plateforme ne serait pas un contenant, mais plus que ça pourrait être un endroit où on pourrait faire du contenu. Pour le deuxième album d'Arcade Fire, j'aurais justement proposé de développer plusieurs petites interventions, que ce soit sur les sites web ou à la télévision ou sur des plateformes téléphoniques. Fait qu'on avait développé des publicités mensongères où on vantait les mérites d'un produit mystérieux qui s'appelait le Neon Bible. Et en fait, il y avait une ligne téléphonique où les gens pouvaient appeler et laisser un message. On a aussi, les membres du groupe se sont retrouvés à Price is Right et ont comme fait un genre de, comment je pourrais dire, d'intervention où il y avait leur T-shirt avec le numéro téléphonique. Bref, toutes ces interventions-là convergeaient vers un site web.
Pardon? Tu pourrais juste dater. Oui, ça c'est 2006 en fait. Après un certain temps, on avait complètement oublié ce numéro 1-800 avec une boîte vocale. Et on s'en est ressouvenu quelques mois plus tard et on s'est rendu compte qu'on avait des milliers et des milliers de témoignages téléphoniques. Et comme une caverne d'Ali Baba, on s'est retrouvé avec une sorte de snapshot assez touchant de gens de fans qui se confiaient à une machine. Dans d'autres cas, des brebis égarées qui cherchaient la vérité à travers cette Bible de néon. Et ce contenu-là, qui était en fait un heureux accident, est devenu la colonne vertébrale d'un documentaire linéaire que j'ai réalisé sur le groupe. Et ces témoignages-là sont devenus un genre de un filon narratif dans ce film-là. Enfin, vous voyez un peu le style. Mais tout ça pour dire que pour moi, cette espèce de création par morceaux a été comme une espèce de moment révélateur où je me suis rendu compte que finalement la plateforme n'était pas un absolu, mais que chacune de ces parcelles-là pouvait nourrir l'autre et créer une sorte de complément visuel à la musique. Avec le temps, on a perdu en fait la pertinence du livret, mais on a toujours eu cette espèce de besoin-là d'avoir un complément, un univers, une mythologie qui accompagne un album. Et ces interventions-là, la création de ce contenu-là est devenue une sorte d'univers. Puis la démarche qu'on a continué à faire à travers tous ces albums-là était dans cette logique. À la même période, en fait, il y a eu un changement un peu de paradigme où l'industrie de la musique a changé, où ça s'est déplacé de la télévision au web. À la télé, on avait de moins en moins de vidéoclips et de plus en plus de reality TV. Et à cette même période-là, le groupe m'a proposé de réaliser un clip pour eux. Et je trouvais ça peu stimulant, étant donné que les vidéos étaient plus diffusées. Et avec mon background de programmeur, de façon très pragmatique, je me suis dit, le vidéo va se retrouver en ligne. Pourquoi pas exploiter le potentiel de cette plateforme-là. Et d'une façon très, pragmatique, je me suis dit, je vais essayer d'associer des contenus filmés et de donner une illusion de contrôle aux spectateurs. Fait qu'en fait, c'est un site, on arrive sur le site, il y a un titre et sans vraiment d'explication, on peut se mettre à cliquer et le chanteur et ses gestes réagissent à nos interactions. Avec le recul, c'est maintenant un peu considéré comme le premier vidéoclip interactif. Mais à l'époque, pour moi, c'était pas quelque chose de nécessairement très high-tech ou cutting edge. Ça me semblait un truc. C'était en quelle année? 2006. 2006 toujours. Oui, c'est le même album. Et après, pour moi, ça a été un espèce de moment un peu eureka où les deux grammaires, celle du cinéma et celle de l'interaction du jeu vidéo, se blendaient. Là, et après ça, j'ai comme vu le potentiel et j'ai aussi changé la façon dont je me définissais. Pour la première fois, je disais que j'avais réalisé un site web et ça a changé la façon dont les gens percevaient ma pratique
et mon rôle dans les projets. Ça, c'est un autre projet que j'ai fait 1 an plus tard, où j'ai comme imaginé qu'on enlevait les toits des maisons sur un Google Maps, et en filmant à différentes hauteurs des maisons simplifiées, ben, on se retrouvait à pouvoir zoomer et dézoomer, se déplacer dans un quartier de banlieue nord-américaine. Et à travers ces manipulations-là, ben, on pouvait aller épier la solitude des différents protagonistes. Fait qu'on exploitait une interface que tout le monde connaît, puis on l'amenait ailleurs. Rapidement, je me suis... comment dire? Je trouvais j'avais envie de transcender l'interface de la souris et d'essayer d'exploiter d'autres façons d'interagir avec le contenu. Et l'interaction la plus primitive qu'on peut avoir avec la musique, ben, c'est celle de la danse. Fait que j'ai imaginé un projet où, à travers la caméra de l'ordinateur, on pouvait détecter les mouvements. Fait qu'ici, ben, je ne sais pas si vous me voyez. Fait qu'en fait, si je bouge un peu, moins beaucoup, on peut voir l'influence que ça peut avoir sur le défilement de l'image. Fait que dans la page d'accueil, on a une espèce de zootrope, une référence aux premiers objets optiques où il y avait une relation entre le geste et le défilement. Et à travers ces mécaniques-là, on a imaginé un vidéoclip chorégraphié où finalement on rentre en relation avec les danseurs. Fait que si je me mets à arrêter, une chorégraphie se crée à l'intérieur même de la chorégraphie, faisant un peu aussi référence à toute la culture du GIF animé. Fait qu'on est vraiment en train de créer à travers notre gestuelle. On élastifie le temps, si on veut. Les paroles de la chanson parlent un peu du fait que la protagoniste se sent différente, se sent, pas à sa place. Puis il y avait quelque chose dans l'interaction même de gesticuler devant son laptop dans un bureau ou à la maison qui finalement résonnait avec les paroles de l'expérience. Fait que si je me mets à bouger vraiment vite ou danser vraiment vite, on se retrouve à influer sur la gestuelle des personnages. Et toute la chorégraphie, le stylisme du projet a été réfléchi en parallèle au développement technologique. Puis tous ces morceaux-là, en fait, se sont arrimés pendant le processus créatif. Je vais me remettre en mode. Voilà. L'autre projet, en fait, j'ai fait pendant 12 ans, j'ai été le fidèle collaborateur du groupe Arcade Fire, à faire des films, à les suivre en tournée, à faire la direction artistique des pochettes. Et j'ai fait ça, 4 vidéoclips pour eux. Dans le dernier, Réflecteur, le contexte était assez particulier, en fait. Je devais pas travailler avec le groupe. C'était plus une carte blanche que le Google Creative Lab à San Francisco m'avait offert. Il avait envie de travailler avec moi, puis on dit
explorons le potentiel technologique des technologies web ouvertes. Fait qu'on a commencé à juste s'échanger sur différentes idées. Et rapidement, on a trouvé intéressant la notion de mettre en relation deux appareils ensemble. Fait qu'on a commencé à imaginer des idées de marionnettes ou d'effets optiques. Et parallèlement à cette démarche-là de réflexion, je suis rentré dans le studio du groupe et il a enregistré une chanson qui s'appelait Réflector. Et une espèce de synchronisme absolu. Puis on n'avait juste pas le choix comment je peux dire, de faire un autre projet avec Arcade Fire. Et la chanson est devenue un peu la trame narrative du projet. Fait que l'idée, c'est qu'on a un téléphone dans la main. La caméra détecte la position dans l'espace et le gyroscope et l'accéléromètre permet de connaître l'angle du téléphone. Et ça donne un peu une impression au spectateur d'être une sorte de projectionniste. Fait qu'en rapprochant ou en retirant le téléphone de l'écran, ben on influe sur l'image. Et à un certain moment, dans le vidéo, on transforme l'utilisation de la webcam et on se retrouve dans un effet, dans une scène où on se retrouve à l'intérieur du miroir brisé et la protagoniste du vidéo se retrouve dans notre main. Et comme c'est un moment où les deux univers s'inversaient et on se retrouvait derrière l'écran et où la protagoniste se retrouvait dans notre salon. Et évidemment, tout le monde s'est réapproprié ce moment-là. C'est une expérience où on a donné les clés technologiques au public et où chacun a pu se réapproprier le projet. Et j'ai fait aussi deux autres projets personnels avec l'Office national du film, Blabla, où on explore le langage, la communication humaine. C'est un mi-chemin entre un film animé et un jeu. Et le deuxième projet que j'ai fait avec l'ONF, qui est encore un projet personnel, et une expérience web et aussi une expérience de réalité virtuelle, qui est une marche en forêt, où on a juxtaposé de la captation 360 à du dessin animé. L'idée dans cette expérience-là est d'explorer la notion du regard et l'influence du temps et de la vitesse dans la façon dont on regarde les choses. Fait que si on s'arrête puis on commence à regarder autour de nous, ben il y a une série de vignettes de films de films de nature, en fait, fait comme si on s'arrête, on peut regarder, il y a des petits insectes qui vont commencer à marcher à nos pieds, une feuille qui danse au vent, des choses comme ça. Alors, voilà, j'ai pris plus de temps que je pensais pour présenter les projets, puis c'était un peu brouillon, mais bref, Ulrich, sauve-moi. Brouillon, je sais pas. Moi, la première question que j'ai, c'est concernant le processus créatif, comme tu disais tout à l'heure, entre tous les possibles, les contraintes, les possibles technologiques, la musique, l'animation, tout ce que tu as dans ta tête, et des résultats à chaque fois qui sont très précis, très, très fins, comme une sorte de diamant très, 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 très bien dessiné. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment tu fais pour arriver à ces résultats-là dans ton processus de travail. Et je crois que tu as des slides à ce niveau-là. Peut-être que tu peux nous partager une partie de la manière dont tu travailles avec tes collaborateurs et de nous raconter un peu le backstage. Ouais. En fait, j'ai un tout petit studio qui s'appelle À Toi. On est 4. Édouard Langto-Benoît, qui est programmeur, qui a pris le relais. Je ne code plus. Caroline Robert, qui s'occupe du côté visuel, et Philippe, qui s'occupe du son.
Et dans chaque contexte de projet, j'officie en tant que réalisateur et producteur et j'essaie de convaincre les gens d'avoir du temps, en fait. Chaque processus est très long, en fait. Je passe de 6 mois à 2 ans exclusivement sur un projet, ce qui est un luxe, mais aussi pour moi une façon d'atteindre des résultats qui ressemblent à rien. Et en fait, j'essaie aussi de couper dans la façon dont on produit, d'essayer de couper dans le tournage pour avoir le plus de ressources possible sur la matière grise. En tant que réalisateur, en fait, je suis quelqu'un qui est pas très directif, qui est beaucoup dans les intuitions et qui garde en fait le groupe dans un constant état de doute. C'est un processus qui est très qui gaspille beaucoup, où on explore énormément de pistes. Et par amalgame, un peu comme si on sculptait, on se retrouve à assembler des pistes et des idées ensemble. C'est pas très sexy intellectuellement, mais j'ai pas une histoire nécessairement à raconter quand je démarre un projet. C'est plus j'ai envie de faire sentir cette chose-là, mettre les gens dans tel état, mais ça reste ça la finalité. La façon dont ça va être raconté, la façon dont ça va, de quoi ça va avoir l'air, c'est presque accessoire dans mon processus. C'est vraiment comme d'explorer de façon presque infinie les possibles et très tranquillement conserver quelques points forts, puis après ça, remettre en doute tout ça. Puis je pense que c'est une des façons aussi qui nous permet de ne pas devenir fou après un an, de rester dédié pendant un an sur un seul projet. Ça nous permet d'être constamment dans la découverte. Donc tu travailles avec les mêmes personnes depuis bientôt 10 ans. Ouais. Et moi j'ai vu quelques images où tu testes aussi avec des enfants. Enfin, moi c'est ce que je sens, il y a quelque chose de très... comme des enfants qui jouent au Lego, et en jouant, qui trouvent ce qu'il faut raconter avec les briques, ouais. Et qui décident ensemble, alors c'est toi qui chapeautes le résultat. Et peut-être, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi que tu veux offrir aux gens, enfin aux spectateurs. De se mettre dans une posture très, très ludique et de juste se laisser aller sans forcément devoir comprendre, mais juste intuitivement se laisser aller, puis et cliquer, danser, bouger. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin de comprendre, mais il suffit de se laisser aller en fait. Ouais. En fait, c'est le grand défi des œuvres interactives. Je le dis souvent, mais pour moi, quand j'imagine un projet, j'ai toujours mon neveu de 5 ans d'un côté hyperactif qui veut casser la machine ou qui veut hyperactif, et de l'autre il y a ma mère qui est complètement qui a de la difficulté à envoyer un mail et qui va cliquer, après ça attendre, regarder dans un état de contemplation. Et pour moi c'est important que tous les types de personnalités et de background puissent tirer quelque chose d'intéressant dans l'œuvre et se l'approprier. L'humain a ce désir-là, en fait, d'appropriation qui est assez fort. Puis il y a une espèce de... Pour moi, il est là un peu la magie. Là, et ce qui me motive, en fait, de continuer dans ce registre-là, c'est cette espèce d'état d'esprit dans lequel on est quand on interagit avec du contenu. On reçoit pas, on n'est pas de la même façon, on n'est pas dans le même état d'esprit quand on est assis, on regarde un film ou une pièce de théâtre, et pendant qu'on est comme actif. Et je joue en fait avec, comment je pourrais dire, cette espèce de pont-là, ou ce point de jonction-là entre une esthétique qui est cinématographique et ces codes-là, et de l'autre, les mécanismes interactifs. J'essaie de
d'enlever complètement, d'écarter tous les mécanismes de performance. Fait que, je veux dire, j'essaie de trouver les points de jonction où ces deux grammaires-là, ces deux langages-là puissent se compléter et non se parasiter. Comme vous pouvez voir derrière, il y a beaucoup en fait d'expérimentation qui se fait dans le vrai monde, là, si on veut. Pour moi, les inspirations sont souvent des trucs tout simples, comme jouer avec une lampe de poche ou lancer comme un galet sur l'eau. Il y a quelque chose là qui ramène à l'enfant en nous, là, comme tu disais. Mais j'essaie quand même que les interactions soient signifiantes puis qu'elles aident à raconter ou qui transforment en fait la façon dont on reçoit les choses. J'aimerais poser une question peut-être pour ouvrir sur la question de... Bon, là, c'est des œuvres qui sont, on va dire, fermées, qui sont signées, qui sont datées. Ouais. Tu ne vas pas les faire évoluer. Quel est ton rapport à la possibilité, aux possibilités offertes par le web et puis Internet simplement, aussi les possibilités contributives de la part des utilisateurs de faire une œuvre qui puisse évoluer? Comment tu te situes par rapport à ces questions-là, à cette question-là en l'occurrence? En fait, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait. Comment dire, en ayant une espèce de mindset d'une certaine façon, j'ai envie d'amener le médium du web dans une logique de médium d'auteur. En fait, je pense que c'est un médium où c'est assez rare qu'on associe des individus à des projets. Fait que, d'une certaine façon, je tiens à pouvoir faire des œuvres qui ont un début et une fin, qu'on peut comprendre comme un objet. Et d'un autre côté, je commence à apprécier les possibles de transcender cette grammaire-là, ou ces mécanismes-là, de les partager à d'autres, comme l'exercice de la semaine, de cette semaine, en est un exemple. Pour moi, je suis arrivé le lundi matin avec un squelette assez primitif de tous les mécanismes que j'utilise c'est-à-dire monter de façon dynamique des vidéos, les affecter, les transformer. Fait que dans le petit programme que j'ai partagé avec les étudiants, il y avait l'essence de ce que je fais, mais de façon beaucoup plus simplifiée. Mais c'était là. Puis de voir comment les étudiants se l'ont réapproprié, je trouvais ça assez fascinant. J'avais expérimenté ça à Barcelone avec l'outil de danse. Et encore une fois, j'avais trouvé ça assez fascinant, mais je suis dans une démarche où je développe des projets pour raconter et pas nécessairement développer des outils. Mais si ça peut, après ça, vivre par lui-même, tant mieux. Oui, parce que là, indirectement, on touche aussi la question pas de l'archivage, mais de la pérennité en fait, d'une œuvre, parce que là, il y a beaucoup de flash au début, en 2006, un jour, il n'y aura plus. Et que... mais bon, après, il y a des solutions, mais disons, c'est plus la question de dire, ce qui est peut-être pérenne, c'est la réflexion, c'est la mécanique, la plomberie derrière, qui peut continuer à vivre. Par contre, l'œuvre reste une œuvre, qui est datée signée, donc, mais que les différentes briques de modules logiciels, peut-être, eux, continuent à se développer et voire même à être partagés. Bon, là, tu les as partagés à l'école, mais voire même de les partager peut-être plus loin. Ouais. Ça, c'est aussi une chose à laquelle tu as pensé, de dire que tu offres une œuvre et tu offres les outils pour faire l'œuvre sans forcément te positionner comme quelqu'un qui sort en programme, mais aussi pour en assurer la pérennité d'une certaine manière. Ouais,
pour moi, ça transcende le technologique. Là. C'est plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est la notion de langage ou de vocabulaire, puis de façon de s'approprier ce contenu-là. Pour moi, il est là l'intérêt. Les technologies comme ça, comment dire, naissent, meurent. Alors, cet aspect-là, comment je pourrais dire, j'ai pas vraiment de... Je suis tellement comment dire, drivé par les projets que pour moi, c'est plus une question. J'espère que cette façon de raconter-là peut inspirer d'autres personnes, que d'autres personnes vont pouvoir s'approprier ces façons de faire là, puis que ça devienne comme une genre de genre. Dans le même ordre d'idée, dans le fait de partager le processus, parce que là, ce que je trouve intéressant, c'est de voir le backstage, donc le processus. Alors, il y a les parties modules logiciels, mais il y a aussi tout le processus, le fait de mettre la main à la pâte. Et est-ce que ça, c'est des choses qui sont, enfin, par pure curiosité, c'est des choses qui sont visibles sur ton site web, ou c'est des choses que tu montes maintenant? Parce que je trouve ça super intéressant, comme aussi une inspiration pour des étudiants, mais pas que, aussi pour les gens qui veulent se lancer dans un travail interactif, de dire l'importance des dessins. C'est en partie une partie est disponible en ligne, puis d'autres non, parce que comme sans contexte, ben elles sont moins intéressantes. Mais je te dirais, tu sais, il y a tout, ben, effectivement un travail de schématisation, d'organisation. Ça devient rapidement très compliqué, même dans une petite équipe, comment dire, comprendre où est-ce qu'on est dans ce processus-là et comment on organise la production, là, finalement. Ça, on voit ici, tu sais, je parlais plus tôt des vidéos de nature là, qu'on pouvait explorer en s'arrêtant. Ben ça en est d'autres, comme si on était à l'intérieur de la tête du personnage. Mais à chaque fois, je te dirais que chaque aspect du projet nous force à développer des nouvelles façons de faire. Dans ce cas-là, ben, on était... ce processus-là de captation 360 s'est fait il y a 4 ans. Fait qu'on était pré-VR, si on veut. Nous, on avait imaginé le projet pour être un genre de jeu vidéo sur ordinateur. Alors, on en arrivait à développer nos propres outils, puis à aussi intégrer de façon créative les limitations du médium. Dans ce cas-là, ben, je devais manipuler une caméra et me déplacer dans l'espace. Mais donc, j'ai comme intégré cette espèce de protagoniste Nemesis dans le récit. Fait que je dirais que comme ça, j'ai pas le choix. Ben, intégrons ça dans l'expérience. Encore une fois, ici, une espèce d'outils d'analyse vidéo qui nous permettait de créer un univers 3D qu'on pouvait remettre par-dessus la vidéo panoramique. Encore une fois, je vais essayer de l'analyse vidéo. Je vais juste sauter un peu plus loin dans les outils réellement de création. Attendez. Je vais avoir un peu de son. Je ne sais pas s'il va... Ah, est-ce que je pourrais avoir du son? Il est supposé d'avoir du son? Attendez. Ah, bizarre. En fait, normalement, à cet endroit-là, on pourrait entendre une série de rythmes, mais c'est une interface que Édouard et Philippe ont imaginée pour faire une partition dynamique. Fait que avec une interface visuelle, ben, ça permettait de schématiser et composer une musique qui pouvait, comment dire,
réagir à la vitesse, au rythme de la marche du personnage et ajouter et enlever des rythmes qui s'enchevêtraient et se désynchronisaient. Fait que tous ces outils-là permettaient à Philippe et Caroline de ne pas être sur les épaules du développeur constamment et pouvoir faire un long bout de chemin sans être pris par la technologie. Et on a fait le même processus du côté visuel, c'est-à-dire Caroline qui dessine sur du papier, qui travaille de l'encre, puis après ça, qui intègre ça dans l'outil qu'Édouard lui avait développé, puis qui lui permettait après ça de créer à sa guise raffinée les rendus visuels. Puis aussi de mon côté, arriver à trouver, comment je pourrais dire, à doser, scénariser le projet. Alors, par rapport à ce qu'on voit là, moi j'aurais envie de te poser la question sur tes prochains projets, ce sur quoi tu travailles, la suite. De façon très égoïste, en fait, quand j'ai réfléchi au workshop, en fait, j'ai été invité à faire une installation dans un lieu public à Montréal, et c'est ma plateforme de choix est celle de l'écran du web. Et j'avais envie d'explorer avec la gang du master, en fait, l'implication que ça pouvait avoir de développer l'œuvre dans un contexte physique. Fait que pour moi, c'est quelque chose d'assez relativement nouveau. J'ai adapté, je pense qu'on a vu un peu plus tôt des images d'enfants qui courent partout avec blabla. Mais dans ce contexte-là, c'était une œuvre imaginée pour le web qui avait été adaptée pour un contexte installatif. Pour moi, ça va être une première de réfléchir une œuvre pour un lieu. Ça, c'est un projet pour l'an prochain, et aussi un projet d'œuvre de réalité virtuelle. Dans la dernière année, en fait, le projet de Jusqu'ici est un projet qui a été adapté en réalité virtuelle à la toute dernière minute. En fait, on l'avait imaginé et développé pour l'écran d'ordinateur, et la prémisse même du regard, de l'immersion était propice au médium de la réalité virtuelle. Fait que j'ai été comme un peu catapulté par accident dans la gang des pionniers du VR, mais sans trop vouloir. Puis l'année d'après, j'étais un peu cynique, en fait, par rapport à toute cette scène-là. Pour moi, il y avait comme quelque chose qui allait comme trop vite, qui avait trop d'argent, trop de hype. Puis j'ai été comme un peu en réaction par rapport à ça. Puis là, depuis quelques mois, je suis comme un peu en train de faire la paix avec ça, puis d'essayer d'approcher ce médium-là de façon constructive, différente. Déconstructive. Oui, exact. Déconstructive, constructive. Puis d'essayer de faire quelque chose de trippant avec ces fameux casques. Tu peux déjà nous partager des premières analyses des différences qu'il y a avec la VR telle que tu la vois aujourd'hui, et ce que tu as rencontré dans ce travail-là en 360. Qu'est-ce que ça a comme impact, en fait? Est-ce que ça a un impact sur ton travail? Est-ce que tu penses à la narration de manière différente avec ces nouvelles possibilités ou pas? Pour l'instant, Ouais. Pour l'instant, pas. Pour être honnête, mais encore une fois, ça va prendre 6 mois ou 1 an avant que je puisse avoir des vraies réponses. Un autre aspect qui me fascine puis que je veux explorer, en fait, est l'implication, en fait, de comédiens, en fait, de travailler avec des comédiens et d'intégrer le jeu dans des contextes interactifs. Dans mes projets, soit que j'y vais de façon délibérée, j'ai travaillé soit avec de l'animation ou des chorégraphies assez, qui permettaient, en fait, de
d'utiliser le contrôle comment dire, de vidéo d'une façon harmonieuse et pas trop grotesque, mais on a déjà essayé de le faire avec des trucs plus nuancés, puis ben, je veux dire, ça devient rapidement ridicule. Fait que ça, c'est un truc, l'univers, le monde du jeu vidéo, depuis toujours, en fait, essaie de faire le pont avec une sensibilité cinématographique. Ça marche pas. J'ai envie d'essayer d'explorer en fait ce pont-là entre ces deux univers-là, mais peut-être d'une façon différente, puis d'essayer de ramener la finesse du jeu dans une expérience qui est réactive. Puis je me dis que peut-être que ça va être une façon de rentrer en contact avec le grand public, d'avoir des gens que le public reconnaît et qu'on sorte un peu du médium de niche. Ce qui ne veut pas dire que les projets ne rejoignent pas un public. Les Blabla, jusqu'ici, Reflector, c'est des projets où il y a comme de 400 000 à 1,5 million de personnes ont visité. Fait qu'on se retrouve quand même avec des publics conséquents, mais c'est une addition de niche, si on veut. Puis les projets sont réfléchis avec ça en tête, de dire je vais faire des projets qui sont musicaux, où la musique est universelle, ou qui vont pouvoir justement rejoindre mon neveu et ma mère et quelqu'un au Cambodge et au Chili. Et peut-être qu'on peut en profiter de ce que tu viens de dire pour parler peut-être un peu de la production. Est-ce que pour les prochains projets, tu peux assurer le fait que tu aies 6 mois de laboratoire payés avec ton équipe? Est-ce que là, il y a des choses qui changent, ou est-ce que tu peux continuer à travailler comme tu as travaillé les 10 dernières années sur un mode, on va dire, quand même assez exceptionnel? Parce qu'il n'y a pas grand monde dans le monde qui arrive à travailler de cette manière-là, à imposer une méthode de travail en mode laboratoire protégé. Est-ce que ça continue pour toi, ou est-ce que tu vois qu'il y a des épées de Damoclès, des dangers qui planent sur ce type de production-là? J'ai toujours été assez pragmatique, puis essayer de trouver les contextes qui me permettaient de faire ces projets avec la liberté qui allait avec. En ce moment, je suis sur des comités de consultation pour essayer de sensibiliser les gens qui sont en train de définir les nouvelles politiques culturelles du Québec, pour essayer d'intégrer en fait notre réalité. Parce que pour le moment, ce qu'on définit comme les nouvelles écritures ne sont pas intégrées dans ces programmes-là. Il y a l'Office national du film, avec lequel j'ai fait jusqu'ici et Blabla, qui est comme une espèce d'environnement, d'écosystème assez unique au monde, qui finance la création originale, mais il n'y a pas vraiment d'autres endroits qui existent comme celui-là. Mais je dirais l'écosystème de la réalité virtuelle, à voir combien de temps encore ça va durer, mais il y a une espèce d'engouement et des fonds pour explorer, avancer des projets, et aussi de les faire vivre vraiment sur des plateformes. En fait, il y a un réel intérêt pour que ces projets-là soient vus et consommés. Et dans l'art plus in situ, ben, je dirais que c'est un autre endroit où, en tout cas, je me rends compte qu'il y a un réel intérêt, puis les gens qui financent ont presque plus tendance à aller de l'avant dans ces contextes-là. Quand tu dis art in situ, c'est ton premier projet dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exact. Là, c'est la ville de Montréal qui finance à 100%. C'est un cadre exceptionnel de l'anniversaire du 375e. Oui, 375. Voilà. On est vraiment une jeune ville pour fêter. Mais donc là, le projet-là, peut-être qu'on peut en parler rapidement. C'est un projet donc in situ qui se passe donc à Montréal. C'est pas transposable, c'est vraiment spécifique à Montréal. En ce moment, je veux dire, on a eu le feu vert il y a quelques semaines.
Mais l'idée, en fait, j'aimerais ça que ce projet-là puisse vivre, se réinventer à travers les contextes. Il va être réfléchi pour ce lieu-là, mais j'aimerais ça qu'il puisse vivre dans d'autres lieux, intérieurs, extérieurs. Donc de nouveau, de reprendre le modèle de l'outil, comme tu as fait ici à l'école, d'avoir une toolbox, puis après d'aller dans un autre territoire, de faire évoluer la toolbox avec des contenus spécifiques, puis de stretcher cette toolbox, les possibilités, pour voir si ça... Exact, mais avec quand même une ADN puis une signature. Oui, non, c'est clair. Que ce soit une œuvre, encore une fois, qu'on puisse reconnaître, mais qui serait un peu en mutation là, d'une fois à l'autre pour s'adapter. On va peut-être ouvrir au public, parce qu'on a fait à peu près une petite heure là, pas faire trop long, mais peut-être juste avant, est-ce que tu aurais peut-être pas des conseils, c'est le mot peut-être un peu exagéré, mais par rapport à ce que tu racontais au niveau de la production, qu'est-ce que tu penses qui est indispensable pour réussir une bonne œuvre interactive? Quelles sont les conditions nécessaires pour indépendamment de l'idée, du talent, etc., mais juste factuellement, qu'est-ce qui doit exister dans un écosystème pour permettre l'exclusion de projets comme les tiens? En fait, je pousse pour qu'il y ait un pont de plus en plus grand entre le monde des programmeurs, des informaticiens et le monde de l'art, le monde du visuel, en fait. Puis je trouve que c'est souvent le chaînon manquant et l'endroit où ça coince, en fait. Je suis pas un geek, là, je veux dire, j'ai jamais vraiment eu d'intérêt à coder pour coder, mais il y avait comme une envie d'indépendance créative et d'apprendre à savoir faire soi-même, puis après ça, de s'entourer de gens qui comprennent et qui font. C'est, à mon avis, c'est une des clés fondamentales du processus. Et après ça, convaincre les gens que c'est pas grave que c'est pas grave de pas savoir. Et en fait, c'est dangereux en fait de prétendre de savoir, parce qu'après ça, on est comme coincé dans des intentions qui finalement sont des pas bonnes pistes. Fait qu'en fait, il y a comme un travail d'humilité à faire là-dedans. Puis souvent, mes premières pistes se retrouvent aux poubelles. Fait que d'établir un contexte qui permet ça, en fait, de changer le cap à tout moment. Et d'être aussi, je dirais, pour moi, un autre truc qui est important, c'est d'être ambitieux, d'approcher ce médium-là qui est souvent perçu comme un peu le petit frère de quelque chose d'autre, on fait du web, on est l'équipe B. Alors que c'est un peu l'ogre aussi. Ouais. Oui, mais je dirais que dans la pratique, on est encore vu des fois un peu de haut, mais je pense qu'il faut vraiment approcher cette plateforme-là avec ambition. Il faut des projets locomotives comme les tiens avec 1,5 million de vues pour montrer qu'il peut y avoir du succès en chiffres. Ouais. Et après, moi, ce que je trouvais bien, c'est pour ça que je te posais la question de la publication du chemin, c'est de permettre à d'autres de reprendre sans trop se perdre. Alors, ce que tu dis, dialogue dans des domaines entre les praticiens, des informaticiens, designers et les créateurs, cadreurs, preneurs de soins, etc. Puis ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude vraiment ici, en Europe. Puis l'autre chose, effectivement, c'est de pouvoir se planter. Enfin, essayer, chercher, puis d'avoir des petites itérations, plutôt que de dire, c'est vrai que quand on fait un dossier ici, pour avoir de l'argent, on a en plus le soutien transmédia qui est tombé. Il fallait vraiment tout dire. Fallait. Puis après, c'est comme un film de fiction quasiment. Il faut tout exécuter comme sur le plan. Et ça, ça joue pas. D'autant plus que, a priori, les projets, pour qu'ils fonctionnent, il faut vraiment qu'ils soient adaptés à l'état du web où ça sort. Au moment où ça sort. Ouais. Et ça, vu que le web il bouge très vite, il y a souvent une maldonne. On est souvent en retard. Ou trop en avance. Ouais.
Et donc on est en décalage. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas comment nous, ici en Suisse, on va pouvoir arriver à faire des projets comme les tiens, mais j'espère que là, il y a eu un certain nombre de pistes et de points, enfin des trampolines pour savoir comment y arriver aussi. Est-ce que tu aurais encore des choses à dire pour les gens qui sont ici, qui auraient envie de reprendre le flambeau puis faire des projets de ce type-là? Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, je rebondirais plus sur des questions si vous en avez. S'il y a des questions, des choses qui vous ont échappé ou des questions complémentaires à celles sur lesquelles on a pu discuter. Allez, faites pas vos timides. Oui. Bon, moi, je parle vraiment comme non spécialiste. Mais ce qui me frappe, donc j'aurais un commentaire et une question, c'est la matérialité. On voit juste sur cet écran, et tu as expliqué les dessins, les sons. Et je trouve qu'il y a une qualité haptique, sensorielle, on a envie de toucher, on voit que c'est pas tout que dessiné depuis l'ordinateur, pour dire comme non spécialiste. Hein. Ouais. Et c'est souvent ce qui m'attire pas dans les productions de jeux vidéo, c'est que tout est fait, est aplani. Et ici, il y a une sorte de qualité matérielle. Et moi, je pense que c'est peut-être un de ces points que Ulrich te demandait, c'est d'amener cette humanité de la main après retravailler et tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me frappe, que je trouve très attirant. En fait, c'est un truc pour oublier la technologie. En fait, pour moi, c'est une façon de comme d'avoir constamment effacé l'interface entre l'œuvre et c'est comme que l'interaction soit très souvent invisible, puis que finalement on se retrouve à être littéralement juste en harmonie ou en connexion avec le projet. Et au niveau de l'esthétique, en fait, on travaille très fort pour amener quelque chose qui ramène le côté organique, fait main, fragile. Et pour moi, quelque chose de très, très important. Et c'est contre nature, en fait. Pour nous, il y a une des slides où on voit Édouard avec une pile de papier, mais en fait, ça, c'est le code qui était derrière Blabla, où c'est des petits personnages avec des grosses têtes qui réagissent à notre clic. C'est un projet qui est minimaliste, mais qui renferme une infinité de nuances et de détails. Et pour arriver à quelque chose qui a l'air d'un film d'animation des années 60, fait que je dirais que oui, pour nous, il y a une démarche dans le fait de ramener quelque chose qui est fait même, et après ça, de le dépasser. Ça, c'est un exemple. C'est des taches d'encre mélangées avec, je pense que c'était de la vodka ou du gin. Mais l'idée, c'était d'utiliser des images fixes pour créer des... Attendez, comment ça, j'arrive plus à... Ouais, en fait, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Regardez, je vais juste... où es-tu? Je vais le mettre en excusez-moi. En fait, si on utilisait des images faites même pour créer des reliefs, fait avec une image, un dessin sur papier, on était capable de créer une série de montagnes, de plaines, juste en changeant. C'est ça. Fait qu'en fait, ce qu'on voit en haut à gauche, c'est le fameux dessin à Caroline. Et à partir de ce dessin, cette encre-là, on était capable de créer différents environnements, si on veut. Fait que pour nous, en fait, et on aime ça, ça change la façon. On est dans le faire, on est dans les accidents. C'est une esthétique aussi qui personnellement nous parle plus, mais c'est aussi juste une astuce pour
ben c'est ça, changer l'état d'esprit dans lequel les gens sont. Puis c'est quelque chose aussi que je travaille, même dans la façon dont je définis les projets. Tu sais, Blabla est un film pour ordinateur, tu sais, une espèce de terme pas cool, un peu bizarre, mais qui a court-circuité un peu les attentes que les gens auraient en arrivant sur le site, de ne pas être dans une logique de performance ou de quête ou de jeu ou de compréhension et d'une certaine permission de laisser aller, là, juste de dire réapproprie-toi cette chose-là, rencontre ce personnage-là ou cet univers-là, puis ça va bien aller. C'est tout simplement. Puis garder aussi d'un autre côté les forces d'un médium linéaire, de dire que certaines choses fonctionnent en fait dans la façon de raconter, de dire que on peut partir d'un point A à un point B, même si c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années, ça marche. Fait qu'on crée un rythme, une sorte des effets de surprise, des rebondissements, puis on arrive à une finalité, puis il y a quelque chose qui pour moi est satisfaisant de dire « Ah, j'ai compris et reçu un objet, une œuvre dans son entièreté. » Personnellement, ça me satisfait. Il y a quelque chose là-dedans. Dans ce projet, par exemple, l'épilogue, en fait, on peut s'y perdre à l'infini, en fait. Les mondes se recréent. On peut se balader pendant 3 heures, si on veut, mais bon, je veux dire, après 5 minutes, on peut aussi revenir dans le monde du réel. Il y avait une autre question. Moi, Janine. C'est en fait par rapport aux vêtements, surtout dans Reflector, dans les costumes qui sont assez extraordinaires. Je me demandais comment cette collaboration s'était faite et comment ça a procédé, parce que je pense qu'il y a pas mal d'échanges qui a dû avoir lieu. Et deuxième question par rapport à ça, par rapport aux vêtements et au groupe, c'est que d'habitude, un groupe de rock ou de musique a beaucoup de marchandises, en fait, t-shirts, etc. Et est-ce que ça a été plus loin, ou est-ce que tu sais si ça a été plus loin, ou par exemple ces points qu'on retrouve, qu'on pourrait interagir en achetant le t-shirt après avec son téléphone, par exemple, pour continuer le projet? Ça a été une bonne idée. En fait, mais non, en fait, on n'a pas réfléchi à ça. Mais je te dirais, encore une fois, la prémisse la réflexion qu'on a eue avec l'idée du costume, en fait, c'est qu'on se retrouvait, on avait décidé de tourner en Haïti, à Jacmel, l'Haïti est comme un pays et une culture qui a grandement inspiré le groupe. Et je savais que tout le monde m'avait dit comme tu ne pourras pas contrôler le contexte de tournage, il va falloir que tu embrasses le chaos de l'endroit. Fait que là, on s'est dit, comment on peut arriver à un processus qui nous permet de complètement oublier ça, d'être flexible. Et on s'est dit, finalement, le costume va devenir la technologie, en fait. Ces petits points blancs dessinés ou cousus sur les costumes des protagonistes va devenir la technologie. Fait après la conception de ces costumes-là, des zombies et de Axel, moi, sur place, ça a été le chaos. Je ne pouvais pas dire « Ah non, il faut faire ci ou faire ça, la lumière n'est pas bonne. » ou je peux juste comme tourner et complètement oublier l'aspect technologique du projet. Puis il y avait quelque chose de beau là-dedans, de dire que finalement la conception puis l'esthétique devenait finalement une mécanique pour remettre en relation en fait le spectateur, qui devient un peu aussi, dans ce cas-là, une espèce de marionnettiste qui essaie de contrôler la protagoniste, parce que les fils de lumière relient finalement le téléphone avec les points, puis il y a une espèce de combat entre le personnage principal et nous. Mais on trouvait ça aussi important que ça soit relié quand même à une esthétique
existantes. On s'est quand même grandement inspiré du carnaval de Jacmel. Et d'un autre côté, sur les trucs plus techno, du mocap, de la capture de mouvement, puis d'essayer d'arriver à un truc un peu mutant. Mais pour revenir au truc du merch, on n'a jamais pensé à cette affaire-là, mais ça a été effectivement vraiment cool. En fait, j'ai travaillé avec c'est Renata Morales, qui est une designer de Montréal d'origine mexicaine. C'est elle qui fait aussi tous les costumes du groupe. Fait que c'est vraiment tissé serré, là, si on veut. Là. Et c'est elle qui avait aussi conçu les costumes de Sprawl 2, où, encore une fois, cette mécanique d'étirer le temps, de louper, en fait, elle a conçu des robes en papier qu'on déchire, des trucs flottants, qu'elle a bien, comment dire, se comporter dans ce genre de contexte. Fait qu'on faisait des tests rapidement, et après ça, on montrait ça à Renata, et elle, avec ça en tête, pouvait designer, si on veut, des costumes qui allaient être en symbiose avec l'interactivité, là, si on veut. Ah oui, Édouard avec sa pile de feuilles, un peu cerné. Oui, excusez-moi. Bonsoir, j'aurais une question. Est-ce que vous avez été aussi approché une fois par le groupe Garage? Garage? Oui, Rush. Ah, Rush. Oui. Le groupe canadien Rush? Exactement. Si ils m'ont déjà approché, non. Du tout. Non. Du tout. Mais c'est un groupe d'une autre époque. Rush, là. Oui. Non, ça m'étonnerait parce que c'est vraiment un groupe, c'est quoi, c'est années 60, c'est du prog rock. 80? Oui, 70, 80, Oui, 90. voilà. Hein. Mais non, ils ont... 2112, par exemple. Flight by Night. Non, Rush, c'est pas... Du tout. Mais je dirais, tu sais, Arcade Fire, ce sont des vieux amis. Hein? Fait qu'en fait, ça a été la complicité est née dans l'amitié. Et de fil en aiguille, je veux dire, on a fait un site web qui s'est transformé en tournée, qui est devenu un film, un long métrage, qui est devenu une série de films interactifs. Fait que je dirais que c'est une collaboration qui s'est faite de façon vraiment organique. Et je dirais, j'essaie d'éviter maintenant de plus en plus de faire des... On a tendance en anglais, on dit pigeonhole. Là, fait que là, ah oui, toi, t'es le gars qui fait des vidéos interactives de musique. Puis je dis, ben non, mais c'est comme, tu fais quelque chose, puis après ça, les autres te demandent de faire la même chose. Et idéalement, je préférais faire mes propres trucs qui ne sont pas associés à des groupes. C'est un médium, en fait, qui historiquement est relié beaucoup aux marques. Dans les années début 2000, je veux dire, la majorité des expériences interactives en ligne étaient développées par des agences publicitaires. Puis ça l'a un peu transformé puis parasité la façon dont on parle et on reçoit ces projets-là. Puis j'essaie de sortir de ça. Fait que j'ai très rarement fait de pub pour essayer de garder comme une pratique qui est vraiment comme contenu original. Fait en ce moment, je dis non à pas mal toutes les propositions musicales. Je dis pas non. Peut-être qu'un jour, je vais dire non, je peux pas dire non, mais c'est pas un truc qui me... Comment je peux dire? C'est pas ce que je cherche. On pourrait te comparer, enfin, je te pose la question comme ça sans savoir, mais est-ce que tu serais OK qu'on te compare avec les cinéastes expérimentaux des années 50-60, notamment les Canadiens, dans cette démarche-là, de prendre un outil, un médium, et puis d'expérimenter avec, quoi qu'en disent les autres, par rapport à ce que c'est, et de continuer à vouloir expérimenter. Parce qu'en fait, moi, ce qui me frappe aussi dans ces outils qu'on a dans la main, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que ceux qui expérimentent le plus actuellement, c'est des marques. Des grosses marques qui font qui s'achètent des bons designers et qui font des choses assez incroyables. Mais il y a très peu d'artistes ou des gens comme toi qui font des trucs, comme tu disais aussi,
qui échappent en fait à des moules et qui continuent à expérimenter. Donc c'est pour ça que l'analogie me vient du cinéma expérimental des années 50-60 ou des expérimentations vidéo des années 70. Ben, on est issu du même endroit. Hein. C'est encore une fois la fameuse ONF, en fait, l'Office national du film. C'est là où est en partie né le cinéma direct. Les premières caméras portatives sont issues du studio de l'Office national du film. Le format IMAX a été développé au Canada parmi les premiers films 3D. Et je dirais qu'il y a comme toujours eu un peu cette espèce de rapport-là décomplexé à la recherche technologique, une curiosité très, comment je pourrais dire, pure. En fait, moi, mon rapport à la technologie est pas, comment je pourrais dire, j'ai pas, il est décomplexé dans le sens où, je veux dire, il me sert à m'exprimer, mais des fois, j'évoque en fait le rapport qu'on a avec le monde du numérique, mais c'est pas nécessairement une pratique où j'émets une critique face à ce monde-là. Puis, peut-être d'une certaine façon, je sors un peu de l'esthétique ou d'une certaine tendance du net art qui est souvent très autoréférentiel. Qui est terminé aujourd'hui. On n'entend plus parler de net art aujourd'hui. Effectivement. Ben, ouais. Ou presque plus. Ouais, presque plus, ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. J'aimerais savoir comment tu as réagi à ce qui restera peut-être un des événements de 2016, c'est l'apparition de Pokémon Go. Est-ce que tu trouves que c'est plutôt pas mal ou plutôt nul? En fait, je l'ai pas. Ouais, ça. En fait, premièrement, je l'ai pas expérimenté. J'ai vu des gens dans la rue. Comment je pourrais dire? Bonne question, en fait. J'aimais la prémisse, cette promesse, et cette promesse de mettre en relation des gens. Puis c'était une des premières fois où, comment dire, cette idée-là prenait forme. Il y avait une artiste, Miranda July, qui avait développé un app qui permettait aux gens d'entrer en relation ensemble, mais conceptuellement, c'était fort, mais il n'y avait pas le nombre critique pour arriver. Fait que sur papier, c'était intéressant, mais après ça, tu étais dans un parc, puis tu voulais rentrer en relation avec quelqu'un, puis ça tombait à plat parce que tu criais tout seul dans la forêt. Tandis que là, il y a eu un espèce de momentum de quelques semaines qui a permis à des gens de vivre quelque chose. Mais je pense que Ulrich aurait un point de vue plus riche par rapport à ça parce que c'est quand même près de ta pratique. Ouais, moi aussi, je serais curieux de savoir ce que toi tu penses de Pokémon Go. Tu m'envoies là. Bon, moi, je n'ai pas joué non plus, mais je vois mon fils qui en joue dans le tram là. Il collecte ses Pokémon. Alors, moi, je trouve fascinant que malgré un gameplay très pauvre et très mécanique, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas vraiment de défi, lui, il y retourne. Et moi, ce que je trouve fort, puis il y a une promesse effectivement, c'est au niveau du besoin humain de se connecter à un endroit via de l'émotion. Là, c'est de l'émotion super basique, mais de se dire que les endroits nous parlent, et puis après, on a besoin d'un médiateur, d'une réflexion pour entrer en relation avec un endroit. Puis la technologie peut nous y aider. Mais par contre, après, il faut qu'elle disparaisse. Alors là, toi, tu arrives bien à la faire disparaître. Mais le problème, c'est que quand on est en mobilité, dans le tram, pour continuer l'expérience et le smartphone disparaît, il n'y a plus rien. Donc qu'est-ce qu'on fait et ce qu'on propose? Et c'est là qu'on en vient. Ça, c'est une des questions. Et l'autre question, c'est la problématique du storytelling. Enfin, on a une information. Additionner ces informations, qu'est-ce que ça raconte? Là, en l'occurrence, c'est des points dans Pokémon. Il n'y a pas plus. Et comment on crée du storytelling qui préserve le storytelling, l'histoire, tout en préservant l'expérience dans un territoire où, en fait, l'auteur ne va pas pouvoir nous téléguider.
priori, il faut espérer. Donc c'est toute la question de la liberté versus la protection d'une histoire. Et comme j'ai essayé de la résoudre moi, c'est plutôt en pariant sur les fragments documentaires qui, additionnés, peuvent raconter peut-être une histoire, mais c'est avant tout une expérience. Mais on reste dans une image qui en précède une autre, enfin qui en amène sur une autre, qui en amène sur une autre. Mais où, au final, on a autre chose que soit des enjeux, soit la réalité. Mais on est dans de l'imaginaire, enfin on stimule l'imaginaire. Pour moi, l'enjeu, il est surtout là, c'est de pouvoir stimuler l'imaginaire et d'avoir un moment où on s'échappe. Enfin, comme au cinéma, comme à la radio, enfin dans tous ces médiums-là, mais finalement, c'est toujours les mêmes enjeux. Mais la difficulté, elle est beaucoup, beaucoup plus haute, parce qu'il y a de telles contraintes, et dans le tram, il y a 10 000 choses qui se passent. Comment on préserve la personne dans son expérience? C'est une vraie question. Et puis d'ailleurs, Pokémon, c'est comment il s'appelle déjà le lab bref. Les gens derrière Pokémon, ils ont un problème de garder les gens, de retenir l'expérience. Ça plonge actuellement. Donc ça, je pense que la question, elle est liée à la problématique du manque de storytelling et du manque d'incitatif en fait à revenir au-delà des points. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 5 personnes. C'était vendredi soir. J'étais certain qu'on allait être 5 puis on allait réinstaller les chaises. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venu un samedi soir. C'est vraiment apprécié. Merci vraiment beaucoup.